Donc, merci professeur Krial et je tenais aussi à remercier les organisateurs de m'avoir inclus dans cette session du Keratocon pour vous parler du PAC CXL, Photo Activated Chromophore for Keratitis Corneal Crosslinking dans la prise en charge des kératites infectieuses. Pour commencer, rappelons rapidement ce qu'est un crosslinking. Initialement développé pour la prise en charge du kératocone, le crosslinking utilise des rayons ultraviolets de type A combinés avec de la riboflavine pour induire la création de liaisons covalentes entre les fibres de collagène de la cornée. Ceci dans le but de renforcer la structure cornéenne. Au-delà de son application dans le kératocone, des études ont démontré que le crosslinking peut également être bénéfique dans le traitement des kératites infectieuses, une pathologie souvent débilitante et pouvant conduire à la perte de la vision si elle n'est pas traitée d'une manière adéquate. Donc le mécanisme d'action du crosslinking repose sur des UVA qui, en présence de la riboflavine, génèrent des radicaux libres. Ces radicaux libres ils vont être à l'origine de réactions photochimiques au sein du stroma cornéa, ce qui va créer des liaisons covalentes entre les fibres de collagène pour stabiliser, pour renforcer cette cornée. Donc ce processus permet non seulement de stabiliser la cornée, lui conférer une certaine résistance aux enzymes protéolytiques, mais aussi permet de détruire les agents pathogènes en désorganisant leur ADN ou en perturbant leur structure cellulaire. Les kératites infectieuses peuvent être d'origine bactérienne, virale, fongique ou amibienne. Ces infections sont souvent, on va dire parfois, réfractaires au traitement antimicrobien conventionnel, en particulier dans des cas résistants. Donc, dans ce cas-là, le crosslinking a montré son efficacité comme traitement adjuvant, traitement antimicrobien conventionnel. Par exemple, dans des études sur les kératites bactériennes, on a observé une réduction significative de la charge microbienne et une accélération aussi de la cicatrisation cornéenne après l'utilisation du crosslinking. Cette technique présente des avantages. Elle permet la réduction de la progression de l'infection, d'accélérer la guérison et de préserver le reste de la cornée transparente. Cependant, il existe certaines limites à considérer. Le crosslinking ne doit pas être utilisé dans tout type de kératite infectieuse, notamment dans les kératites herpétiques. Dans certaines études, le crosslinking aurait induit une fonte stromale conduisant à la réalisation d'une kératoplastie transfixiante à chaud. Aussi, il est essentiel de déterminer l'épaisseur cornéenne avant d'envisager ce traitement. En effet, une cornée trop fine pourrait subir des dommages supplémentaires par ces rayons UV. Et aussi, on peut avoir certaines complications comme l'apparition d'une opacité ou une exacerbation transitoire de l'inflammation. Voyons maintenant quelques études cliniques qui illustrent l'efficacité du crosslinking dans les kératites infectieuses. Par exemple, dans les kératites bactériennes, une étude multicentrique réalisée en 2014 a montré qu'après un traitement combiné antibiotique et crosslinking, environ 85% des patients ont présenté une guérison plus rapide de leur kératite et une cicatrisation cornéenne plus propre que ceux traités par traitement antibiotique seul. Dans les kératites fongiques, une revue systématique menée en 2016 a montré des résultats plus nuancés. Le crosslinking peut ralentir la progression de l'infection et être bénéfique lorsqu'il est utilisé comme adjuvant au traitement antifongique traditionnel. Les études sur le crosslinking dans les kératites amibiennes sont encore plus limitées. Toutefois, une étude pilote réalisée en 2017 a indiqué que le crosslinking pourrait être bénéfique pour le ralentissement de l'invasion microbienne. Ces résultats, bien que prometteurs, nécessitent davantage de recherche pour évaluer pleinement son efficacité dans ce contexte spécifique. Le protocole qu'on peut utiliser ne diffère pas trop de celui utilisé pour le traitement du kératocone. Donc, on applique de la riboflavine goutte à goutte pendant 30 minutes, puis on l'expose
aux UVA, on peut utiliser le protocole standard 13.9 pendant 30 minutes. Et bien sûr, ajouter à cela un traitement en collyre microbien, antibiotique ou antifongique. Au centre Ibn Haytham, on a bien utilisé une triplette. Elle est faite d'une gatifloxacine, la gatifloxacine, une quinolone de 4e génération, avec de la picloxidine et une biguanide. Bien sûr, un suivi crucial et important pour évaluer la cicatrisation de l'ulcère et ajuster le traitement complémentaire si nécessaire. Donc, nous préférons utiliser plutôt un protocole accéléré à haute fluence, où on utilise une énergie de 30 mW par centimètre carré, l'exposition durant 5 minutes 33, ce qui nous donne une fluence totale reçue par la lésion de 10 joules. Bien sûr, le diamètre des UVA est adapté en fonction de la taille de la lésion. Si on voit ces chiffres, on peut se dire que c'est trop pour la cornée. D'accord ? On est loin des 5,4 joules qu'on utilise souvent dans le traitement du cross-linking. Mais il faut dire que l'endothélium est plus résistant que ce qu'on pensait et que souvent, ces kératites entravent la transparence cornéenne, ce qui bloque un petit peu la pénétration des UVA dans la cornée. Maintenant, nous allons passer dans quelques cas cliniques pour illustrer ce protocole, ce traitement. Ici, nous avons le cas d'un abcès de cornée chez une jeune patiente de 14 ans, porteuse de lentilles d'orthokératologie. Je la reçois dans cet état après 2 mois d'évolution, où elle a été hospitalisée initialement. Elle a reçu un traitement collyre d'officine avec un traitement en IV, céphalosporine 3e génération, gentamicine. L'étui des lentilles et la lentille a été adressée à l'Institut Pasteur. Puis le traitement a été adapté. Elle a reçu en IV thiénaclofloxacin avec des collyres fortifiés. Ensuite, elle a reçu tout le long des mouvements acide hyaluronique, vitamine A, corticoïdes. Donc on la reçoit telle que vous voyez à 2 mois d'évolution. Dès le premier jour, on fait... aussi, quand je l'ai reçue, elle était uniquement sous acide hyaluronique sans conservateur. Parce qu'on a vu que cette cornée a reçu trop de conservateurs, trop de produits toxiques. Donc ils ont arrêté tout le traitement et maintenu que l'acide hyaluronique. J'étais d'accord avec cette attitude, donc j'ai rien changé à cela. On a fait qu'un pack CXL. Le jour même, on l'a reçu. Ici, on la voit 2 jours après le cross-linking. On ne voit pas de réelle différence. La patiente commence à avoir aussi des sécrétions qu'elle n'avait pas auparavant. Donc, j'ajoute la picloxidine, c'est tout, et on temporise un petit peu. Là, à J4, aucun changement aussi. On fait un deuxième cross-linking. On peut faire un deuxième pack 6L dans ces cas où l'abcès est récalcitrant. Donc là, on la revoit ici 3 jours après le deuxième cross-linking. Donc on commence à avoir des résultats. Mais il est clair que les phénomènes inflammatoires ont dépassé leur but. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute des corticoïdes à ce stade déjà. Et là, elle continue à s'améliorer, alhamdoulilah. Et là, on est à 3 jours, plutôt qu'à 5 jours de deuxième cross-linking et 3 jours de corticoïdes. J'ajoute un collyre à insuline. Je la revois 3 jours après le collyre d'insuline. Elle s'améliore encore. Je poursuis encore 3 autres jours de collyre à l'insuline. Et là, on arrête les collyres à l'insuline. On poursuit uniquement par des corticoïdes, la picloxidine et bien sûr l'acide hyaluronique sans conservateur. Après cicatrisation de l'ulcère, on arrête la picloxidine tout en poursuivant l'acide hyaluronique et les corticoïdes. Là, c'était le 31 juillet, la veille de mon congé. La cornée, l'épithélium est bien cicatrisé, même si on a cette bulle sous-épithéliale. Je la laisse au bon soin de mes amis au centre Ibn Haytham.
tout en la gardant sous corticoïdes sans conservateur et un acide hyaluronique aussi sans conservateur. Et je la revois après mon congé dans cet état. Donc on est passé initialement à une cornée où on a récupéré une certaine transparence périphérique, il n'y a plus de néo-vaisseau. C'est clair que l'enjeu au départ, c'était pas de récupérer la transparence cornéenne, la cornée était fichue. Mais là, on a évité le pire, on a évité une perforation, une perte anatomique du globe. Et je pense aussi qu'on a maximisé les chances de réussite d'une éventuelle greffe cornéenne future. Et je suis convaincu que le cross-linking, il en est pour quelque chose. Un deuxième cas d'un patient de digit cette fois-ci. Donc, il présente une kératite bilatérale. Là, c'est une complication de l'antirégide. J'ai pas pu juger l'adaptation. Je sais pas si c'est l'adaptation qui est en cause ou bien mes usages. Son problème a commencé en décembre 2023 et je le reçois en consultation la première fois en mai 2024. Entre-temps, il avait reçu des colliers antibiotiques, des colliers antiviraux, des corticoïdes, de la vitamine A, des corticoïdes en long cours. Et dans la semaine qui a précédé sa consultation à notre niveau, ils ont essayé la mise en place d'une antithérapeutique. Certainement, l'ulcère n'avait pas cicatrisé, mais cette antithérapeutique a exacerbé son cas. Je pense que l'agent pathogène était encore dans cette kératite et que l'antithérapeutique a joué le rôle d'incubateur. Donc, initialement, je le mets sous la triplette, d'accord? Gartifloxacine, picloxidine et biguanide. Je le revois 48 heures après, il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement, alors je procède à un PAX-XL. Après PAX-XL, on a une exacerbation, heureusement qu'elle était transitoire, de l'inflammation. Donc, on continue le même traitement. Là, il s'améliore. Des cicatrisations de l'épithélium cornéen ou presque à gauche, on introduit les corticoïdes qu'on maintient jusqu'à consolidation. Un autre cas rapidement, c'est une patiente, un petit peu particulier, d'une patiente porteuse de lentille sclérale depuis 5 ans, théoriquement, sans problème. Théoriquement, elle sait utiliser sa lentille de contact, mais elle se présente avec cet abcès de cornée à l'œil gauche. Donc, dès qu'on l'a reçu, elle reçoit le protocole PAX-XL Collier. Là, l'état de sa cornée en ECT. À J3, elle commence à s'améliorer déjà. Et là, après consolidation, au prix d'une cicatrice cornéenne paracentrale. La même patiente, le même œil, 2 mois plus tard, une autre infection, une récidive ou là, un nouveau germe. Là, on procède aussi d'emblée au même traitement, c'est-à-dire PAX-XL, écolire, antibiotique, antiseptique. Et dès G2 post-op, on a une amélioration. Pour juger son adaptation, je vous montre ici une OCT, c'est corné avec lentille de contact. On voit bien qu'il n'y a pas de contact avec la lentille et la cornée. La même patiente, le même œil, plutôt l'œil ADEF. Cette fois-ci, elle nous fait 2 petits abcès avec un hypopion. Le jour même, on fait un cross-linking. Ici, l'état de sa cornée 3 jours après. Il y a une disparition complète de l'hypopion. Et sans corticoïdes, on a une guérison totale. Et là, vous pouvez juger de l'adaptation. On voit bien que les lentilles le volt il est régulier et il est bon au niveau des 2 yeux. La lentille ne touche en aucun cas sa cornée. Donc en résumé, le cross-linking cornéen est une approche prometteuse dans la prise en charge et le traitement des kératites infectieuses, utilisée comme adjuvant au traitement microbien. Il doit être contre-indiqué en cas d'antécédent ou de kératite herpétique active. Il est peu efficace dans les lésions qui sont profondes. Il faut faire attention aux cornées fines et son utilisation doit être précoce. Cependant, il est important de rester prudent et de continuer des recherches cliniques pour définir précisément les indications, les limites et les protocoles optimaux du cross-linking dans ce contexte. Et je vous remercie.